Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Chaque jour qui nous rapproche de Noël a son cortège de mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, on apprend que 30% des bénéficiaires du chèque énergie pourraient en être privés. Hier, on mesurait la colère suscitée par la hausse de la taxe foncière. Autre taxe qui vient d'être votée, celle sur les petits colis, censée lutter contre la marée de colis chinois qui nous inondent chaque jour, mais qui porte aussi un coup au pouvoir d'achat. Le budget de la France, qui semble impossible à boucler, peut-il encore aggraver la situation? Les Français doivent-ils se préparer à d'autres mauvaises surprises, comme celle de la taxe foncière? Énergie, taxe, achat, un hiver qui va coûter cher, c'est le titre de notre émission ce soir. Avec Bruno Jeudi, bonsoir. Bonsoir Aurélie. Vous êtes directeur délégué éditorialiste à La Tribune Dimanche. On retrouvera votre édito ce dimanche. On n'a pas encore la une. Mais la une n'est pas encore faite, Aurélie. Elle est en train de se faire ce soir, j'ai l'impression. Ouais. Emmanuel Dutheil, bonsoir. Vous êtes directeur de la rédaction de l'Usine Nouvelle. Votre une cette semaine, États-Unis, le pari d'un comeback industriel. Sophie Fay, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au service économie du Monde, en charge du suivi des entreprises. Je cite votre article, BYD, le constructeur chinois aux folles ambitions internationales. Et Anne-Sophie Alsif, bonsoir. Vous êtes chef économiste au cabinet BDO France et votre livre « La France est-elle exposée aux risques protectionnistes » est paru aux presses des mines. On va commencer avec la mauvaise nouvelle du jour qui concerne le chèque énergie au moment où justement c'est avis de grand froid sur toute la France. 30% des bénéficiaires pourraient ne pas le toucher, Bruno. Oui, ça fait partie des mauvaises nouvelles et surtout ça fait partie de cette ambiance de rentrée et avec évidemment le fait que le gouvernement cherche de l'argent, cherche à boucher les trous pour parler de manière un peu expéditive et on voit les quelques mauvaises nouvelles sur le pouvoir d'achat s'accumuler. On a eu la mauvaise nouvelle de la taxe foncière, je sais que vous avez fait une émission sur ce sujet, enfin du moins les valeurs locatives cadastrales revues à la hausse et qui vont entraîner une mauvaise nouvelle pour les propriétaires. Là, c'est le chèque énergie, mais globalement, puisqu'on va parler du budget et des mauvaises nouvelles de l'hiver, ce budget contient peu de bonnes nouvelles en matière de pouvoir d'achat. C'est plutôt des mauvaises nouvelles qui se préparent parce que la seule ligne que veut tenir Sébastien Lecornu, le Premier ministre, c'est essayer de faire un budget qui atterrisse à moins de 5% de déficit du PIB en 2026. Et pour ça, évidemment, il faut à la fois trouver des recettes, donc sans doute des augmentations d'impôts, qui seront plus ou moins importantes, on verra si on a un budget. Et puis ensuite, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'économies sur les dépenses, bien c'est des recettes de poche que le gouvernement est en train de faire à droite à gauche pour réduire le déficit autant que faire se peut. Ça tombe quand même mal, cette histoire concernant le chèque énergie qui concernerait moins de personnes au moment où la part des foyers ayant eu froid chez eux durant l'hiver était de 14% en 2020, 35% en 2025. L'hiver sera rude. Alors, si on va regarder le verre à moitié plein, on parle du budget 2026. Oui. Donc, on parle de chèque qui serait versé l'an prochain. C'est pas le chèque qui est arrivé là il y a maintenant quelques semaines. Lui, bien évidemment, son montant n'a pas été... On se projette justement sur notre avenir. Mais c'est important peut-être pour rassurer déjà les téléspectateurs. Alors, le chiffrage de 30%, c'est les associations concernées qui, pour le moment, agitent ce chiffon rouge. C'est pas très très clair encore parce qu'on n'a pas le détail. C'est-à-dire qu'il y a déjà une grosse enveloppe aujourd'hui pour le chèque énergie et cette enveloppe serait réduite, ce qui fait qu'une partie des bénéficiaires aujourd'hui en sortirait. Donc, il faut attendre d'avoir un petit peu le détail. Après... dans quasiment tous les pays, il y a eu une hausse des prix de l'énergie. On n'a pas fait autant de chèques dans tous les pays pour financer le niveau énergétique. Le gouvernement justifie ça aussi par le fait que, malgré tout, même si on est bien plus élevé qu'avant la crise ukrainienne, les prix de l'électricité notamment ont plutôt tendance à se stabiliser. La Commission de régulation de l'énergie, la CRE, a dit que sur l'année 26, a priori, ce qui est l'ancien tarif réglementé, là je crois quel joli nom de bleu maintenant du côté d'EDF, devrait rester relativement stable. Certes, un peu plus cher qu'avant, hein, là-dessus il n'y a pas à tortiller, mais c'est pour ça aussi que le gouvernement, même si... Et je pense que Bruno avait totalement raison dans son explication. Ça donne l'impression d'aller chercher des bouts de ficelle un peu
partout et pas toujours de façon très judicieuse parce qu'au bout du bout, on se dit 63 € de taxes foncières, là c'est quand même un chèque relativement important, on parle de centaines d'euros quand on l'a pas. Ça a un impact effectivement sur le budget. Sur la hausse de la taxe foncière, est-ce qu'on sait si le gouvernement est prêt à reculer quand il annonce qu'il va y avoir une consultation flash? Est-ce que c'est une façon de commencer à préparer les esprits? En tous les cas, ça ressemble déjà un peu peut-être à une mise sur pause. Donc on sait que dans ces moments-là, quand en plus on en a beaucoup parlé, donc l'opinion, les élus vont revenir ce week-end, vont aller dans leur circonscription, ça va un peu râler. Je pense que c'est rentré quand même ça fait partie des choses qui descendent un peu jusqu'aux Français, puisque les Français, globalement, pour l'instant, sur le budget, ils ont du mal à y voir clair. Déjà, nous, on a du mal. Alors eux, je veux dire, c'est compliqué. Oui, c'est possible, on voit bien. Mais bon, de toute façon, il est un peu coincé, le gouvernement. Donc, il y aura des mauvaises nouvelles, ça c'est sûr. Ce qui est certain, c'est que cette mesure-là, celle concernant le chèque énergie, c'est ça? Oui. C'est vraiment ce qui a mis la France dans le rouge. Tous ces chèques, toute cette politique, c'est vraiment ce qui doit être arrêté. Alors après, c'est facile de le dire de manière générale et presque macroéconomique. Peut-être qu'on peut cibler ceux qui en ont le plus besoin. Après, c'est plus compliqué dans le détail des situations de gens qui sont en grande précarité. Peut-être qu'il faudrait une mesure plus ciblée. Il y a un micmac administratif, surtout sur le chèque énergie, enfin un double micmac. Le premier, c'est que comme le budget a été adopté par loi spéciale, il y a un retard dans le temps, c'est-à-dire qu'il aurait dû être versé normalement au printemps, et donc ça laissait le temps aux personnes qui ne le reçoivent pas de le réclamer s'ils sont bénéficiaires de ce type de mesure. Alors que là, il arrive en novembre. Il fait froid et si on ne le reçoit pas automatiquement, c'est plus compliqué de le réclamer au moment où on a besoin de payer les factures élevées. Et pourquoi on ne le reçoit pas automatiquement? Parce qu'avant, il y avait la taxe d'habitation et donc c'était facile de trouver les bénéficiaires, c'était lié, les fichiers étaient liés. Aujourd'hui, cette taxe d'habitation, elle n'est plus payée que par les résidences secondaires, elle n'est plus payée par tous les ménages. Donc c'est moins facile d'identifier les ménages qui y touchent et donc il y a une solution de recours. Mais pour cette solution de recours, il faut aller sur Internet, il faut regarder si on est éligible, ensuite il faut faire sa demande et c'est pas toujours facile parce que c'est une mesure qui est quand même très ciblée sur les ménages les plus modestes et donc là il faut qu'ils devinent que peut-être ils sont bénéficiaires, peut-être ils y ont droit et qu'ils fassent une démarche pour le toucher parce que le pourcentage de ménages qui l'aura automatiquement est plus faible. Et c'est ça le problème que soulèvent les associations. Et on a un moment très symbolique, celui des courses de Noël. On commence à faire les achats maintenant. Et c'est vrai qu'on apprend que maintenant les petits colis expédiés en dehors de l'Union européenne vont être taxés de 2 €. Le RN dénonce une taxe sur la consommation populaire et les classes moyennes. Ce sont les plus pauvres qui vont subir cette taxe? Alors, pas forcément. Déjà, je vais faire mon économiste. Je pense que quand il y a des mesures, quelles qu'elles soient, et c'est vrai qu'on n'est plus du tout là-dedans avec ce qui se passe au gouvernement et avec le vote du budget, il y a un contexte macroéconomique. Et donc, en fonction du contexte macro, des chiffres macroéconomiques, eh bien, on met en place des mesures. Là, ce qui se passe, alors je vais faire mon avocat du diable, c'est pas à la mode, mais quand vous regardez les chiffres, on a un pouvoir d'achat qui a repris depuis plus de 2 ans. On a des salaires en France qui augmentent plus vite que l'inflation. On a une inflation en France qui est l'une des inflations les plus basses de la zone euro. Et pourquoi une inflation aussi basse? Parce que justement les prix de l'énergie se sont effondrés. Donc la logique économique, vous avez une augmentation des prix de l'énergie, vous avez un chèque, vous avez un effondrement, vous n'avez plus le chèque. C'est ça un petit peu l'idée. Dans cette énergie, il y a plusieurs choses. Il y a l'essence qui a énormément baissé, qui s'est effondrée. Peut-être que vous le voyez quand vous faites le plein. Par contre, en effet, le gaz et l'électricité se stabilisent, voire ont légèrement augmenté. Donc là aussi, l'idée, c'est davantage de plus cibler peut-être sur en effet le gaz et l'électricité. On voit que souvent les logements qui ont le plus de difficultés énergétiques, c'est sur ce type d'énergie, plutôt que d'avoir un chèque énergie qui n'est pas en corrélation avec la réalité factuelle des chiffres, qui est l'effondrement des prix de l'énergie en France, qui nous permet d'avoir un taux d'inflation qui est le plus bas de la zone euro. Donc là, vous parlez de l'énergie. Moi, je voulais vraiment qu'on insiste sur cette autre annonce, la taxe sur les petits colis, taxe de 2 €, Bruno, jeudi. C'est intéressant de voir que les réactions politiques sont nombreuses et contrastées. C'est intéressant de voir celle du RN qui dénonce une taxe sur la consommation populaire et les classes moyennes. Est-ce que ce sont vraiment les classes moyennes qui vont trinquer? Alors oui, c'est très intéressant parce qu'on voit avec cette mesure simple, 2 €, on taxe les colis de moins de 150 €, tous ces colis qui arrivent de l'étranger.
au fond, les camps politiques, et notamment le RN, sont pris en pleine contradiction. Le Rassemblement national a fait du pouvoir d'achat l'axe de sa campagne de 2022. Il est aussi beaucoup sur les questions évidemment, c'est un parti nationaliste, c'est un parti qui défend le localisme, c'est un parti qui est contre la mondialisation, contre l'européisme. Et lorsqu'il s'agit de taxer des colis qui arrivent de Chine, il sort l'argument de c'est la consommation populaire. Et il a raison, c'est la consommation populaire. On sait que parmi les gens qui achètent ces produits qui sont très peu cher, il y a beaucoup de couches populaires, c'est incontestable. Mais il est pris aussi dans sa propre contradiction. On est au cœur d'une contradiction. On est au cœur d'une contradiction. On sait que les Insoumis ont finalement pas voté contre, mais ils ont beaucoup discuté, ils ont réussi un peu à bouger, je crois, la position du gouvernement. Et même au sein de l'allié de Marine Le Pen, Éric Ciotti, son parti, lui, a voté pour. Donc on voit les contradictions au sein des camps politiques. Mais il faut se souvenir que cette taxation des petits colis, il y a un an, était déjà en discussion et l'un des prédécesseurs de M. Lescure, ministre de l'économie et des finances, Éric Lombard, était plutôt contre lui au départ. Il disait, au tout début, moi je me souviens, je l'avais interviewé, dans une des premières interviews on en parle, il est plutôt contre, il dit c'est de la consommation populaire, il faut faire attention. Et puis après, il s'est rallié. Mais, il était contre parce qu'il y avait une discussion européenne et qui disait il ne faut pas qu'on le fasse tout seul dans notre coin, parce que si c'est ça, Chine va envoyer ses trucs en Belgique ou en Espagne, ce qui a un petit peu changé, puisque là, on amorce à plusieurs pays la décision d'installer cette taxe. Donc il y aura moins déjà cette possibilité de contournement. Et si LFI a finalement décidé de signer et de voter, c'est parce que le gouvernement a dit que ce serait, et là c'est sûrement la plus grande erreur de cette taxe, ce sont les plateformes qui vont devoir payer. Donc bon courage. Alors, la ministre du Budget, Amélie de Montchalin, a dit que ça rapporterait 500 millions d'euros. Je suis prêt à parier 6 bouteilles d'eau pour l'année prochaine, pour revenir sur ce plateau, voir si on a vraiment récupéré les 500 millions. C'est pas un grand risque. Non, mais bon, je n'ai pas parlé d'alcool. 6 bouteilles d'eau. Il y a aussi une taxation sur les bouteilles d'eau qui vient d'arriver, donc ça va coûter un peu plus cher. Mais en tout cas, là, pour être très sérieux, donc ce sont les plateformes qui vont devoir payer, des plateformes qui généralement n'ont pas véritablement de structure en France, qui ne payent pas de TVA en France. On l'a bien vu, c'est une partie, vous avez fait aussi une émission là-dessus, mais c'est une des raisons d'expliquer la baisse de la TVA. Donc ça va être très compliqué d'aller la chercher. Après, je pense que c'est quand même si ça va, sûrement que les plateformes vont répercuter ces 2 euros d'une manière ou d'une autre. Et donc, finalement, bien évidemment, le consommateur va devoir payer. Mais il n'en reste pas moins que si on veut, à un moment, ne pas être complètement inondé par ça. Et surtout, pour une fois, cette taxe, elle a un sens. On sait où elle doit aller. On sait où elle doit aller. C'est-à-dire que s'ils le font vraiment, ils ont dit que c'est 500 millions, ça doit permettre de recruter des douaniers et de recruter des scanners. Aussi pour contrôler. Mais là aussi, j'ai envie de dire chiche, parce qu'il faut juste se rendre compte de ce qui arrive en Europe. 800 millions de colis chinois sont arrivés sur l'année en France. 800 millions de colis. Comment vous voulez, même avec 4 scanners en plus et 12 douaniers en plus, réussir à les contrôler? Donc tout ça est quand même un petit mensonge, mais malgré tout, c'est indispensable. Mais il y a une contradiction quand même, Bruno. C'est intéressant ce que soulignait Bruno. C'est-à-dire que tout est lié. C'est-à-dire qu'on a un moment où le pouvoir d'achat quand même se tend. Le budget de Noël des Français, il est à 491 € en moyenne. Il n'a pas été aussi bas depuis 2017. Et c'est vrai que c'est ce qui fait carburer ces marques chinoises aussi. C'est parce que le budget des Français baisse qu'ils vont acheter chinois. Parce que il faut lutter contre l'idée que ce sont uniquement les gens les moins aisés qui vont acheter chez Chine. Ceux qui ont l'occasion de venir à Paris au BHV, allez dans les files d'attente devant chez Chine et je vous assure que ce ne sont pas que des gens qui ne sont pas aisés. C'est-à-dire, la consommation, bien évidemment qu'il y a des gens pas aisés qui n'ont pas le choix et donc qui achètent chez Chine. Mais il y a des gens qui entre guillemets, qui ont beaucoup plus de moyens et qui aiment surconsommer. Mais c'est pareil quand à l'époque, vous alliez chez Primark ou ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des gens qui ne sont pas aisés. Et après, on est sûrement tous concernés aussi par ça. Il y a un moment, vous avez quelque chose de vraiment pas cher, pourquoi dépenser 3 fois plus pour aller dans le magasin d'à côté? Et en plus, on vous le livre, celui-ci. Donc, on est sur une question aussi de société. C'est-à-dire qu'à un moment où on dit qu'on est inondé par les produits chinois et qu'on risque, nous, d'être, et qu'on le vit déjà dans les centres-villes aujourd'hui français, il y a un moment, on parle d'une taxe de 2 € et qui serait dans tous les cas entrée en vigueur puisqu'elle était soutenue par les pays européens à Bruxelles. On taxe les petits colis, mais les Chinois ont toujours une longueur d'avance sur nous. Une première façon de contrer cette mesure, par exemple, c'est d'installer des entrepôts en France. Juliette Vallon avec Alexandra Dalsbeck.
Un mois de Noël, repérage et première course devant les grands magasins parisiens. La période des fêtes, un enjeu économique considérable pour les enseignes françaises. Des marques prêtes à livrer une guerre sans merci aux géants de la vente en ligne, Chine. Ce mercredi, 12 fédérations de commerce attaquent en justice la plateforme chinoise. Une plainte collective pour concurrence déloyale du jamais vu en France. Ça fait 5 ans maintenant que nous alertons les autorités publiques sur le fait que ces plateformes extra-européennes ne respectent pas nos règles. Les produits mis sur le marché par Chine, ça a encore été prouvé par les récents contrôles menés par le gouvernement, sont non conformes, voire dangereux pour les consommateurs et nos enfants. Et ça touche tout type de produits, aussi bien de la bijouterie que des jouets, que de la puériculture. Et ça, on ne peut pas laisser passer. Les marques réclament la reconnaissance du préjudice économique avec des dommages et intérêts qui pourraient s'élever à plusieurs centaines de millions d'euros. De son côté, Chine dénonce une action infondée. Cette initiative s'apparente davantage à une tentative de boycott qu'à une démarche juridique sérieuse. Chine, bête noire aussi du gouvernement français. Début novembre, le géant chinois du e-commerce s'est fait épingler pour avoir vendu sur son site des poupées d'enfants à caractère pédopornographique ainsi que des armes blanches. Colère et menaces du ministre de l'économie. Si ces comportements venaient à se reproduire, notre main n'en tremblerait pas. Nous demanderions aux fournisseurs d'Internet de couper tout accès de ces plateformes au marché français. Chine, qui doit aussi faire face à l'ouverture controversée de sa boutique au BHV. Son arrivée dans le grand magasin parisien a donné lieu au départ de nombreuses marques françaises. Pas de quoi refroidir ses clients séduits par les petits prix. Je vois les prix ailleurs, c'est trop cher pour moi. Je suis pas riche. Ça me permet de faire plaisir et de faire plaisir aux autres. J'ai des enfants et donc j'achète beaucoup pour les enfants et petits-enfants. Le cas Chine et sa déferlante de produits bon marché devenue l'objet d'une bataille politique à l'Assemblée. Majorité 148 pour 208 contre 87. Il est adopté. Mercredi, les députés ont adopté une taxe de 2 € sur chaque petit colis en provenance des pays situés en dehors de l'Union européenne. Une redevance destinée à contrôler les marchandises des sites de fast fashion et défendue par le gouvernement. Je vous avais dit que beaucoup d'artisans, beaucoup de commerçants nous regardaient ce soir. Je pense qu'ils peuvent être fiers de ceux et celles qui ce soir les ont soutenus. Seul le Rassemblement national a voté contre cette taxe au nom du pouvoir d'achat des classes populaires. L'explosion des petits colis, c'est aussi le résultat de l'effondrement du pouvoir d'achat des Français depuis 8 ans, qui ne peuvent plus, ces Français, acheter comme ils le voudraient chez nos commerçants et artisans, en partie parce que ces commerçants et artisans sont écrasés par des charges, des normes, des impôts, des réglementations, l'augmentation des assurances, le coût de l'insécurité, dont vous êtes également en partie responsable. Chine, décidément dans le viseur des parlementaires. La plateforme chinoise est convoquée par les députés le 2 décembre prochain pour s'expliquer notamment sur ses conditions de production. Les Chinois ont une longueur d'avance. Temu, par exemple, sous-loue des entrepôts en France. Les Chinois vont bientôt envoyer leurs marchandises depuis la France et donc éviter des taxes. Oui, ils vont bien évidemment trouver le moyen de contourner. De toute façon, ils ont qu'à regarder ce qu'avait fait Amazon à l'époque. Finalement, ça ne fait jamais que recommencer les choses. Amazon, au final, avait décidé d'installer une filiale en France, mais par exemple, ils n'ont installé que la filiale commerciale, donc grosso modo de ce qu'on achète sur la plateforme. Et ils ont mis tout ce qui gagne de l'argent, donc la cloud et tout ça. Là, ça fait un an que les Chinois préparaient ça, selon un article du Parisien. Et il y a même... Mais de toute façon, les Chinois sont hyper réactifs. Il suffit de regarder les chiffres du commerce extérieur chinois. Dès que Donald Trump a annoncé les droits de douane, ils ont inondé l'Europe comme jamais ça nous était arrivé de produits. Donc bien évidemment qu'ils vont en partie contourner, mais malgré tout ces taxes de douane. Mais ce qu'ils veulent même, c'est gérer toute la chaîne de livraison et peut-être même livrer parfois en une journée. Oui, ça bien sûr, bien sûr qu'ils y arriveront. On va découvrir des nouveaux noms. En fait, ils sont en train d'installer leur propre réseau d'entrepôts et de logisticiens, de camions. Donc, on va découvrir des noms comme Gofo, Siro, enfin des nouveaux acteurs chinois présents sur le territoire français. Ce qu'on fera, c'est qu'on n'apportera plus de petits colis, mais on apportera toujours les marchandises. Elles arriveront dans un port ou dans un entrepôt. Elles seront éclatées et distribuées par ces entreprises chinoises
chinoise et plus par la Poste ou par les distributeurs habituels. Donc, mais les colis seront toujours là. Derrière ça, on a un problème beaucoup plus fondamental, c'est qu'on a une Chine en ce moment qui a des surcapacités de production dans absolument tous les domaines. Quand vous regardez celui de l'automobile, et c'est pour vous donner un exemple parce que c'est la même chose sur tout le reste, la Chine à elle seule peut produire la totalité de la demande d'automobiles dans le monde. Donc aujourd'hui, ces usines ne tournent qu'à 50 ou 60%. Et donc on a la même chose sur tous les domaines, et notamment sur le textile. Et donc c'est très facile pour Shein, dès qu'ils voient que les internautes s'intéressent à un produit, de demander à des ateliers qui produisent dans des conditions quand même extrêmement difficiles, avec des gens qui peuvent passer, on a fait des reportages chez ces façonniers, des ouvrières qui peuvent passer un mois sans prendre un seul jour de repos, qui travaillent de 8h du matin à 23h. C'est ce modèle qui permet l'ultra fast fashion. Et d'ailleurs, comment on l'a défini, l'ultra fast fashion? C'est-à-dire que Shein, par exemple, sort 7000 nouveaux produits par jour? Oui, c'est-à-dire que quand vous regardez, on avait avant ces collections automne-hiver et puis printemps-été. Ensuite, on est passé avec les grandes enseignes à des collections renouvelées en permanence. Et puis avec eux, ils regardent ce que les internautes recherchent et puis ils se disent tiens, c'est tel produit qui marche. Ils envoient sur leur plateforme à tous leurs façonniers je voudrais tant de pièces de tel produit. Et si ça marche, ils produisent à la demande. Et là où, comme disait Emmanuel, ils ont toujours un coup d'avance, c'est qu'ils sont déjà en train de se dire maintenant, nous, on ne va pas faire de l'ultra fast fashion. D'ailleurs, ils refusent ce nom. Ils disent on va faire de la production à la demande. Donc, comme on sait exactement ce que vous voulez, on va produire ce que vous voulez. Donc, on regarde une série, on aime bien la robe de tel personnage ou le costume de tel personnage. Les gens le recherchent sur Google et eux, ils produisent à la demande. Ça va se passer comme ça. Et ils pensent même un jour réussir à produire à la taille, s'ils arrivent à robotiser. Alors, les téléspectateurs, par exemple, regarderaient Bruno jeudi, se disent je veux être comme lui demain, et il l'aurait en photo. Vous mettez la photo sur le site et vous pouvez commander la même chose. Et un jour, vous mettrez votre col roulé, votre taille, votre. Un jour, on ressemblera tous à Bruno jeudi. Et vous pourrez tout mettre. Mais bon. On n'en est pas encore là parce qu'il y a une chose... Non, pas tout à fait, parce qu'il y a une chose qu'ils n'arrivent pas à faire. Ils ont absolument tout robotisé, mais dans le textile, on n'arrive pas à robotiser. Par exemple, quelqu'un qui plie un t-shirt et qui le met dans la petite pochette en plastique qui va arriver chez vous et sur lesquelles il faudra payer 2 €, ça, on n'arrive pas à le faire. Donc ce sont quand même des personnes qui, pour... à peu près 700, 800 € par mois, toute la journée, pendant 15 heures par jour, plient et mettent dans les sacs et vivent dans des conditions quand même très difficiles. Mais j'ai envie d'en savoir plus quand vous dites ils sont tellement en avance sur nous. Vous dites c'est votre formule, ils ont une longueur d'avance, mais de combien? Ils ont combien d'années d'avance sur nous? Alors ils en ont, je dirais... plus de 40 ans, parce qu'en fait, ils ont mis un plan. Quand ils sont rentrés à l'Organisation mondiale du commerce en 2001, leur plan, ça a été sur tout ce qui est stratégique, donc énergie, terres rares, électronique, intelligence artificielle, développement économique en général, mais sur tout ce qui est stratégique, on veut avoir 80% des parts de marché. Comme ça, quoi qu'il se passe, on sera obligé de passer par nous quand on sera stratégique. Ils ont mis en place ce plan de 2001, donc entrée de l'OMC, et leur plan se termine en 2049. D'accord. Donc on voit vraiment qu'on est sur le très long terme. Et ils y arrivent absolument parfaitement. Ce qui est assez intéressant dans le débat qu'on a, c'est que l'argument, c'est encore une fois le pouvoir d'achat. Alors, comme je le disais, les chiffres ne sont pas... On n'a pas un pouvoir d'achat. Mais on a vécu une inflation très haute et les prix se sont stabilisés, mais n'ont pas baissé. Tout à fait, mais les salaires augmentent. Et l'inflation, c'est la hausse générale des prix, donc aussi des salaires. Donc ça, c'est assez un élément intéressant. La question qu'on devrait se poser aussi, c'est est-ce que nous, on a accès au marché chinois comme eux ont accès à d'autres marchés? Nous, les Européens, on a accès à 2% du marché chinois. Eux, 98%. Nous aussi, en Europe, on a des enseignes pas chères qui font des vêtements. On se souvient des enseignes espagnoles, italiennes. On a des choses. Est-ce que ces entreprises, elles peuvent aller en Chine et faire exactement la même chose? Non. Et donc, c'est vrai que c'est assez étonnant, c'est-à-dire qu'ils prennent le prisme du pouvoir d'achat parce qu'en effet, politiquement, c'est ce qui résonne le plus, alors que le sujet, c'est comment on est ouvert. Et en effet, comme ils ont pris ce gap technologique dans plein de domaines, vous l'avez très bien dit dans les voitures, c'est absolument incroyable, on a en effet un gap. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à cause de cette situation, l'Allemagne vend très peu, en tout cas la part des ventes des voitures en Allemagne s'est effondrée en Chine. On était à 20%, on est à moins de 4%. On a eu 2 ans de récession en Allemagne, on a quasiment plus de croissance également en Allemagne. Donc c'est
absolument considérable. L'industrie automobile en Europe, c'est 14 millions d'individus. Donc, ce n'est pas rien. J'en reviens aux marques de vêtements, parce qu'on parlait quand même de Shein, on parle d'un raz-de-marée. Est-ce que raz-de-marée, c'est la bonne expression? Je vois que Shein revendique 20 millions de clients en France et que la France, c'est quand même le premier marché en Europe en termes de volume. Non, mais là, on peut parler de raz-de-marée, mais pour une raison aussi toute simple. Nous ne faisons plus de textile en France depuis 20 ou 30 ans. Et surtout, nous sommes littéralement incapables de le faire au tarif où Shein aujourd'hui est capable de produire. N'importe quel t-shirt made in France, correctement produit, avec du coton à peu près correct, vous êtes vite aux alentours de 15 ou 20 euros. Et encore, c'est vraiment parmi les t-shirts les moins chers. Donc dans tous les cas, nous avons perdu ce combat par rapport à Shein et c'est irrattrapable. Mais le problème, c'est cantonner l'image que nous avons de la Chine à nous inonder de produits abîmés, pas chers, qui ne fonctionneraient pas. C'est l'autre erreur qu'on a fait pendant trop longtemps, parce qu'aujourd'hui, et Sophie le disait très bien, l'exemple qu'elle prenait de l'automobile, nous sommes en retard, y compris sur les produits technologique. Donc là, ce qu'on vit avec l'inondation, avec la venue des produits, là, je voyais une productrice de jouets en France, les jouets Ecoaffier, qui font des très jolis petits trotteurs pour enfants en plastique. Ils ont décidé de rester 100% en France. Ils produisent 100% encore aujourd'hui en France. La patronne me disait là, j'ai rarement fait un aussi mauvais mois de septembre de ma vie. Ils sont sur la 3e génération quand même. Donc ils ont vu un paquet de mois de septembre avant le mois de Noël parce que les Chinois ont inondé de colis les magasins. Alors là, j'ajoute un bémol. Il y a une grosse alerte qui est sortie aujourd'hui sur ces jouets chinois, les jouets achetés sur les sites des vendeurs tiers non européens. Alors pas seulement chinois, Chine, Temu, AliExpress, Amazon Marketplace, Cdiscount, Frugo et Joom. Ils s'avèrent très dangereux pour les enfants. Ils présentent des risques sévères pour la sécurité et la santé des enfants. On parle de 86% des jouets qui ont été examinés. Il y a 3 dangers. Les petites pièces qui peuvent être ingérées ou inhalées, l'accès direct aux piles boutons au lithium, parce qu'il y a un danger sévère de lésions internes, et les ventouses amovibles aussi, elles peuvent bloquer les voies respiratoires et faire suffoquer les enfants. Ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas de responsable juridique en face. C'est-à-dire que mais la patronne de Jeux Ecoaffier, elle fait partie des gens qui ont participé à cette étude, puisqu'elle est vice-présidente de la Fédération du jouet en France, et c'est une étude qui a été menée au niveau de la Fédération européenne du jouet. Donc ils en font partie. C'est pas la première année qu'ils font ça, c'est la 2e année qu'ils font ça. Ils prennent 70 références, ils ont pris exactement, je crois, les mêmes références cette année. Et ce qui est presque encore plus déprimant, c'est qu'effectivement, il n'y a même pas d'amélioration par rapport à ce qu'ils avaient pu contrôler l'année dernière. Donc il y a effectivement un vrai problème de sécurité. Il n'y a aucun doute là-dessus. Si ça s'arrêtait aux jouets, ce serait déjà dramatique, mais c'est sur à peu près tout. Donc il y a des vrais problèmes de sécurité. C'est pour ça que c'est important de pouvoir vérifier. Là, le gouvernement qui a mené une grosse opération à ouvrir des colis, c'est ouvert 200 000 colis. Et là aussi, quand ils ont ouvert les colis, ils ont bien vu qu'il y avait des problèmes. Je trouve que c'est assez dramatique parce que ça montre l'impuissance aussi un peu de l'État, puisque on dit que 80% des produits sur les plateformes Chine, Temu et autres ne sont pas conformes, que les différents contrôles qui ont été menés le prouvent à chaque fois. Donc là, on va bien voir. Là, il y a l'assignation de certaines plateformes devant la justice en début de semaine, prochaine. Qui pourrait être suspendu pour une autre raison pendant 3 mois. Il y a un autre rendez-vous. Qui pourrait être suspendu. Ils vont être auditionnés par la commission par une mission issue de la commission des affaires durables. On publie une pétition d'ailleurs de 82 députés dimanche à l'initiative de Sandrine Lefeur, qui est mais bon, ils se battent, c'est incontestable, mais à un moment, il faut aussi que l'État soit peut-être plus autoritaire, fasse preuve de plus grande fermeté, parce qu'on a bien vu quand même qu'il a fallu ce scandale des poupées Shein pour que ça réveille un peu les pouvoirs publics face à cette invasion des produits chinois. Chine. On n'a pas suspendu, on a un peu tergiversé, on ne sait pas si on va y arriver. Enfin, on voit bien que alors peut-être qu'on n'a pas tous les outils juridiques, parce que ces plateformes savent aussi. Mais quand même, dans le contexte qu'on décrit au fur et à mesure des émissions, où il y a cette inquiétude importante des Français, ce budget qui devrait faire mal, est-ce qu'on va vers un Noël des petits colis chinois ? Ah ben là, oui, c'est bien engagé. Même s'il y a une suspension la semaine prochaine, je crois qu'on ne va pas les arrêter. Les colis sont déjà arrivés pour Noël. Et puis pour le coup, ils sont déjà arrivés. C'est trop tard, c'est déjà arrivé. Il va y avoir une tension chez tout le monde entre est-ce que j'achète un peu
moins et de meilleure qualité ou est-ce que j'achète beaucoup? Et chacun peut faire son choix. On peut offrir un collier en bois, un jouet en bois, un jouet made in France, essayer de trouver un vêtement made in Europe plutôt qu'acheter un vêtement en Chine. Ce qui est important de rappeler, c'est l'effet que ça fait. Par exemple, c'est pas seulement la France. On parlait de raz-de-marée tout à l'heure. Vous disiez raz-de-marée, mais quand on regarde en Indonésie, le premier producteur de textiles d'Indonésie a fait faillite parce que eux aussi, ils sont envahis par ces textiles chinois. Vous avez en Pologne, c'est 60% du e-commerce. Donc vous avez des acteurs locaux qui sont complètement laminés. Donc on peut aussi, nous, réagir en essayant d'avoir une autre consommation, même si c'est difficile, pour essayer de contrer. Ça arrive parfois qu'on se dise je vais acheter moins, plus cher. On voit quand même qu'il y a beaucoup d'achats de seconde main, il y a des achats reconditionnés, il y a quand même une partie d'achats responsables, même si c'est vrai que systématiquement, quand on demande, c'est souvent le prix qui fait la différence. Mais c'est bien quand même qu'on le fasse en conscience. La deuxième chose, c'est qu'à force de critiquer la mauvaise qualité, les problèmes d'éthique de ces plateformes, c'est quelque chose qui, à terme, peut agacer les autorités chinoises. Ce qu'ils ont dit aux constructeurs de voitures, c'est qu'ils voulaient pas de problème de qualité sur les voitures, par exemple. Et à force d'avoir du Chine bashing dans les deux sens, on critique le pays et la qualité des produits qui en sortent, ils veulent pas avoir cette image de produits bas de gamme au niveau de Pékin et des autorités. Donc ils vont peut-être aussi, eux, réguler ce qui sort de chez eux. Je rebondis quand même sur ce dont vous parlez, la consommation des produits de seconde main, en effet, a bondi 11,9% des achats sur les 7 premiers mois de l'année. Ça montre quand même qu'il y a une consommation de crise qui est en train de s'installer. Alors oui, c'est vrai qu'on le voit dans ce fameux pouvoir d'achat, notamment sur les catégories, on va dire, les travailleurs qui sont en dessous du SMIC, autour d'un SMIC. Là, en effet, il y a vraiment une baisse de pouvoir d'achat, donc il n'y a pas eu tout cet effet rattrapage par le salaire. Et là, on voit que certains biens de consommation, notamment, en effet, l'équipement, tout ce qui est habillement, chaussures et même, on va dire, loisirs, a vraiment énormément baissé. Donc ça, on le voit, et d'ailleurs, énormément d'enseignes, parce qu'il faut le rappeler, on se souvient de Camaïeu et autres, ont énormément de difficultés, on l'a vu ces derniers mois, des usines qui ont fermé et autres. Donc là, on a vraiment une baisse qui est vraiment importante sur cette catégorie-là. À mon sens, la grande question, ça a été très bien dit, c'est aussi la question de comment on régule le marché et qui respecte quelles normes. Parce qu'on ne peut pas à chaque fois se battre de dire, voilà, on protège le marché. Je vous dis encore une fois, le marché chinois est très, très, très protégé. On n'y a pas du tout accès. Et nous, accepter ça sans contrepartie, alors que comme ça a été très bien dit, ils sont en surcapacité, ils ne peuvent plus aller aux États-Unis. Donc, on a un rapport de force. C'est pour ça qu'on est inondé aussi. Mais c'est aussi pour ça qu'on est inondé. La question de Pierre, le RN défend-il les revenus des Français, en particulier des petits entrepreneurs? Cela n'est pas très clair. Le RN, globalement, défend sa politique, c'est la défense du pouvoir d'achat. Donc là, en l'occurrence, ils font un vote qui est, je disais, contradictoire avec leur politique générale, qui est une politique de repli, qui est une politique anti-européenne, anti-mondialisation. Mais là, c'est là où il a la contradiction. Il dénonce, par la voix de Jean-Philippe Tanguy, qui est alors Monsieur Économie, une atteinte à la consommation populaire à propos de la taxe et sur des classes les petits moyennes, colis. à propos de la taxe des petits colis. Donc oui, ils sont pris dans une contradiction, mais en même temps, ils s'accrochent à cette idée-là. Marine Le Pen, elle, s'est moquée de la mesure qui consiste à financer des moyens de contrôle, en disant aujourd'hui les contrôles, il y a 0,025% de produits contrôlés issus de ces plateformes. Donc elle a ironisé sur la mesure, puisque cette taxe de 2 €, elle est destinée à financer les contrôles supplémentaires. Le tsunami chinois détruira toutes les PME industrielles de la Pologne à la Bretagne. C'est ce que dit le patron de BPI France, Nicolas Dufourcq, dans Les Échos. Selon lui, l'Europe doit se fermer temporairement. C'est vrai qu'on assiste impuissant à la descente aux enfers du textile français. Reportage dans le Jura, à Lons-le-Saunier. Constance Meyer, Léo Seux et Stéphane Lopez. Dans les plaines enneigées du Jura, résonne le son des machines à coudre. Cet atelier confectionne depuis 4 ans des vêtements pour les professionnels. On a des lignes de production, pour le coup, assez classiques, où étape par étape, chaque opérateur va faire sa partie du vêtement, le dos, le derrière, la manche, le bouton, pour finir jusqu'au contrôle. Des produits 100% français. Donc là, dans l'idée, on vérifie bien à chaque fois qu'on le met dedans que c'est la bonne taille.
qui se heurte à la concurrence féroce des plateformes de vente en ligne asiatiques. Des prix cassés, impossibles à égaler pour le directeur auprès de ses clients. Très concrètement, j'ai une matière française qui va me coûter 5 € et je vais avoir 7 € de main-d'œuvre chargée. En Chine, je vais avoir, si j'achète en Chine, le tissu va me coûter 80 centimes et je vais avoir à peu près 2 € de main-d'œuvre. Moi, je vais le vendre 15 €, ils vont le vendre 3,50 €. C'est très compliqué de trouver des clients. Beaucoup d'entreprises sont en difficulté ou sont dans des contraintes fortes et vont serrer les budgets. Aujourd'hui, on se retrouve sur des analyses où les gens réfléchissent au prix d'achat et pas spécialement au coût d'usage. À 54 ans, David lutte au quotidien pour tenter de décrocher de nouveaux contrats. Mais l'instabilité politique de ces derniers mois pèse sur les carnets de commandes. Il n'y a pas tellement longtemps, une entreprise qui m'a acheté 200 polos, qui avait un projet sur des pulls, sur des polaires, sur du t-shirt, qui sont une entreprise du bâtiment. Ils disent les budgets sont pas votés, ça change tous les 2 mois. Est-ce qu'il y aura toujours des aides à la prime rénov? Est-ce que je vais licencier du personnel? Est-ce que je vais en embaucher? Est-ce que j'aurai des budgets? Et donc, est-ce que je vous passe commande? L'incidence est très directe et très rapide. Pour l'instant, le devis est bloqué. L'entreprise est aujourd'hui sur le fil, menacée de faillite dans les prochains mois. Une dizaine d'emplois dans l'atelier ont déjà été supprimés. Un climat d'incertitude qui inquiète Virginie, couturière en contrat de réinsertion. C'est important de consommer local pour que justement les entreprises continuent d'exister et puis qu'on ait du travail également. Mon salaire ne me permet pas d'acheter que français, mais j'essaie de plus en plus. Pour essayer d'alerter sur sa situation critique, l'entreprise a lancé un appel à l'aide sur les réseaux sociaux. L'atelier textile jurassien, c'est fini. Bah, sauf si avec vous et pour vous, on reçoit plus de 10 000 pièces en commande. Ça, c'était cet été. On était au bord du gouffre. Et la décision était de se dire, on va pas mourir en silence. Ça fait 3 ans qu'on se bat, on va crier notre douleur et on va essayer de transformer l'essai. Dans ce combat, David a le sentiment d'être contre Goliath, seul, sans soutien de l'État. C'est quelque chose qu'on a vu sur ce magnifique salon du Made in France. On voit tous les partis cherchent l'image, cherchent le buzz. C'est un défilé de la palissade. Ils nous apprennent rien. Ils avancent rien et on pourrait leur donner des leçons. Quand est-ce qu'ils vont proposer quelque chose? Quand est-ce qu'ils vont venir avec nous sur le terrain? Je pense qu'on a besoin de séances de travail, mais de vraies, pas de séances de communication. Près de 70 000 entreprises devraient fermer leurs portes cette année en France. 245 000 emplois sont menacés. Qu'est-ce qui vous fait réagir, Sophie Fay, dans ce reportage? Cette entreprise a lancé un appel à l'aide et ça n'a pas suffi. La solidarité n'a pas suffi à les sauver. Alors, la solidarité, elle peut fonctionner. Regardez Duralex, ils ont réussi à lever des fonds et à avoir un enthousiasme autour d'eux. Mais c'est vrai que c'est difficile. Il l'expliquait très bien. En Chine, ils ont la matière première, les tissus, très près des ateliers de confection et une main-d'œuvre beaucoup moins chère. Donc c'est compliqué. Donc c'est vraiment un choix à faire de chaque entreprise, chaque consommateur, et c'est pas non plus facile de les aider. Ce qu'il faut, c'est quand même avoir cette prise de conscience. Là, on a vu une entreprise de textile, donc si demain elle arrête, c'est catastrophique, mais la souveraineté du pays n'est pas forcément compromise. Il y en a d'autres qui fonctionnent au Portugal, il y a d'autres entreprises de textile. Quand vous regardez ce que fait la Chine en ce moment sur les terres rares et les aimants industriels... On en parlera tout à l'heure, de l'offensive des terres rares et comment on essaye de la contrer, parce que c'est aussi ce que raconte cette émission, comment la France essaye de contre-attaquer difficilement. La question d'un téléspectateur, est-il vraiment impossible de produire en France des produits industriels à bas prix? Est-ce qu'il y a du Made in France pas cher? Alors, il n'y a pas beaucoup de Made in France pas cher, mais il est tout à fait possible de produire en France. Vous pouvez produire en France tout ce qui est à valeur ajoutée. Et encore aujourd'hui, dans l'automobile, on arrive à produire quand même des voitures en France, même si le secteur est compliqué. Donc on peut tout à fait produire en France. Et vous avez plein de boîtes qui produisent en France. Saint-Gobain, ils font, si vous fabriquez une maison, que vous voulez mettre du placo-plâtre, alors c'est le nom d'une marque, mais enfin maintenant c'est quasiment devenu un nom commun, il est fabriqué en France, le placo-plâtre. L'Oréal, 26%
de la production mondiale, de tout ce qu'ils vendent partout dans le monde est encore produit en France. Alors c'est vrai que si vous allez regarder le détail des chiffres, vous allez dire oui, c'est principalement des parfums. Oui. Bon, certes, mais il n'en reste pas moins que bien sûr que l'on arrive à produire aujourd'hui en France. Vous avez plein de groupes qui produisent même un peu de textile. Armor Luxe, qui est Armor Luxe produit en France. Produit en France, mais une grande partie grâce au marché public, puisqu'en fait sur certains marchés publics, il y a des clauses qui permettent, grâce à un petit peu des règlements européens, de permettre de favoriser les marchés nationaux. Pourquoi ne pas baisser la TVA sur les produits fabriqués en France pour aider nos entreprises et nos artisans? C'est Nathalie dans les Alpes-Maritimes qui pose la question. Alors la TVA, c'est un impôt très compliqué parce que dès qu'on y touche, il faut l'autorisation des autres partenaires européens. Et donc on pourrait baisser la TVA sur les produits peut-être faits en Europe, mais on ne peut pas distinguer un pays. On est dans une union douanière, donc on ne peut pas... Il n'y a pas une autre mesure qui pourrait favoriser le Made in France? Ce qui pourrait favoriser le Made in France, en réalité, c'est l'automatisation de l'industrie. Quand vous regardez aujourd'hui l'industrie chinoise, il y a 470 robots pour 10 000 employés. Et quand vous regardez ce qui se passe en France, on a 186 robots pour 10 000 employés. Les Chinois, avec les Coréens et les Japonais, sont parmi les plus avancés. Et nous, on est plutôt dans les pays en queue de peloton dans l'OCDE. Donc il faut absolument essayer de continuer à faire de la recherche et à améliorer l'automatisation des process pour être plus efficace qu'eux et plus compétitif qu'eux. Vous étiez en Chine récemment, il y a un mot qui vous a marqué, je ne sais pas comment le prononcer. Ah oui, c'est un mot, ils appellent ça le Neijuan. Alors ils sont obsédés par ça. C'est l'involution, c'est-à-dire c'est une spirale de guerre des prix qui fait que plus on produit, plus on travaille, moins on gagne. Et donc ils sont obsédés parce qu'à cause de ces surcapacités, ils sont en guerre des prix permanente, donc les prix baissent et ils gagnent moins. Donc la seule solution pour sortir de cette dépression des prix, c'est d'aller à l'export, encore une fois, et d'exporter leur espèce de guerre des prix et de déflation. Et il faut voir qu'on est dans une société, une économie hyper compétitive. C'est-à-dire que quand les prix baissent, quand ils perdent des parts de marché, ils peuvent moins bien payer leurs salariés, il n'y a plus d'emploi pour leurs diplômés, et donc ils sont dans une bagarre entre acteurs qui est absolument terrible et qui veulent exporter vers le reste du monde. Que voulait dire le patron de Valeo hier en conférence de presse quand il dit « La Chine est notre fitness center ». Ce qu'il voulait dire, c'est que les coûts de production en Chine sont à peu près 30% moins chers. Si on regarde sur l'automobile, le coût de production d'une voiture, une BYD ou une Volkswagen faite ici ou en Chine, il y a 77% de coûts de main-d'œuvre en moins. Donc quand on veut être compétitif en Chine, il faut se battre avec les critères chinois. Donc il faut être beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide dans toutes les procédures. Et puis surtout, ils sont en ce moment, justement parce qu'ils ont cette guerre des prix, ils veulent absolument être les premiers sur les nouveautés technologiques. Et donc ils veulent adopter tout de suite les nouveautés technologiques. Donc Valeo a en Chine son premier centre de recherche. Le tsunami chinois détruira toutes les PME industrialisées de la Pologne à la Bretagne. Vous êtes d'accord avec cette phrase? Non, là, il faut faire attention à tout ça. Mais juste pour compléter sur ce que dit Sophie, parce qu'elle a 100% raison, le cas de Valeo, c'est qu'aussi le patron de Valeo, qui est donc l'un des plus gros équipementiers au monde, grosso modo, ceux qui par exemple fabriquent les phares des voitures ou qui fait en sorte que vous accrochez plus une voiture quand vous vous garez parce que c'est eux qui font les caméras. C'est ce qu'il dit. Ce qu'il dit aussi, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que leurs usines là-bas, eux, ils en ont plein des usines là-bas, ils ont des milliers de collaborateurs là-bas. Elles sont plus performantes, mais pas que pour des questions de coût. Il y a plus de robots, comme le disait Sophie, mais ils sont aussi plus efficaces au quotidien. Et c'est pas que parce qu'ils travaillent plus, mais les usines sont poussées à l'extrême avec des gens qui sont extrêmement investis, les collaborateurs français aussi, mais c'est pour ça qu'il dit qu'il est challengé par la Chine pour la France. Mais non, il faut rassurer les gens, on va pas détruire toutes les PME. Oui, ça va pas très bien en ce moment. Commençons par le verre à moitié vide. Il y a un baromètre excellent dans un journal que je ne peux que vous conseiller qui s'appelle l'Usine Nouvelle. Ce serait pas le vôtre? Ce serait un tout petit peu celui que j'ai la chance de diriger avec des équipes formidables. Mais quand vous regardez notre baromètre industriel, ouverture, fermeture, il y a à nouveau aujourd'hui plus de fermetures d'usines qu'il n'y a d'ouverture. Malgré tout, nous ouvrons encore aujourd'hui des usines en France, et y compris des PME. Je peux vous donner l'exemple, par exemple, d'une toute petite PME qui s'appelle Somocap dans le sud-ouest en France, qui fait des pièces à partir de caoutchouc et ce genre de choses pour l'aéronautique, qui se sont complètement réinventées avec une nouvelle usine, toute neuve, flambant neuve, totalement robotisée. Ils vont augmenter la production, donc ils ont gardé le nombre de collaborateurs qu'ils avaient jusque-là. Donc non, laisser penser que tout est perdu, c'est
c'est impensable. C'est bien sûr que non, tout n'est pas perdu. On est quand même un pays ouvert à l'international. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs strates. Toutes les entreprises françaises tournées vers l'international vont pas si mal que ça. C'est bien pour ça qu'on a de la croissance encore aujourd'hui. Effectivement, ceux qui sont franco-français, qui se sont peu robotisés, qui utilisent, là on n'en a pas beaucoup parlé, mais qui utilisent peu l'intelligence artificielle ou ce genre de choses, oui, ils sont dans des situations compliquées. Mais on est tout à fait capable de réagir et surtout, la Chine est aujourd'hui, et là aussi Sophie l'expliquait très bien, ça va peut-être pas durer si longtemps que ça. Ils ont un problème de démographie, ils vont pas avoir grand monde à travailler pendant bien longtemps. Eux-mêmes vont être concurrencés, on le voit aujourd'hui, par le Vietnam et ce genre de choses. Donc, ils sont aussi dans une période où ils ont besoin d'aller à fond pour essayer de casser le plus de monde. Et que peuvent faire les politiques face à cette situation qui se tend? J'aimerais qu'on en revienne quand même à notre pouvoir d'achat. Bruno Jeudi, les députés ont adopté hier la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité et le blocage des prix. Le RN s'est abstenu d'ailleurs sur ce point. Pourquoi ? Alors, il y a des votes, parfois, il vaut mieux pas essayer de comprendre tout le temps, parce qu'il y a des stratégies politiques qui sont parfois bizarres. S'agissant du vote sur le blocage, le premier vote, c'est le blocage de la TVA. Alors ça, c'est une marotte des Insoumis. Il revient un peu chaque année. Là, ils l'ont passé hier, abstention, tout ça. Je ne suis pas sûr que ça tienne. Ça passera pas le Sénat. Et après, en seconde lecture, si jamais il y a budget, je pense que ça ne tiendra pas. Il faut, Sophie le rappelait tout à l'heure, la TVA, c'est très compliqué. On ne fait pas comme ça ce qu'on veut en France. Donc, il faut des autorisations de Bruxelles. On ne touche pas les taux comme ça. Donc, bon, mais jusqu'ici, vous regardez comment ce budget? Vous dites il risque d'entraîner une contraction de la croissance. Alors, c'est vrai que le budget, d'abord, c'est un budget qui est établi, bâti pour rester sous les 5% de déficit. C'est l'objectif du Premier ministre. Clairement, c'est un budget qui rogne beaucoup de choses, y compris des éléments de pouvoir d'achat, d'aides publiques diverses et variées. On en a parlé en début d'émission. C'est un budget qui va aussi avoir des conséquences sur les collectivités, sur moins d'aides. Enfin, en tous les cas, on voit bien que le Premier ministre est en train d'essayer de négocier un peu avec les régions, les départements, les communes. Il a fait tout. Il a fait la tournée habituelle des congrès. Il réduit un peu les coupes, mais il y en aura quand même. Et donc, de toute façon, on sait que l'année 2026, entre les municipales, les baisses d'aides aux collectivités, ça va entraîner évidemment une baisse aussi de la commande publique et donc une baisse d'activité, parce qu'on sait que les collectivités publiques sont source de beaucoup d'activités. Donc c'est clairement un budget qui ne va pas entraîner une croissance très élevée en 2026. D'ailleurs, il est bâti sur une hypothèse de croissance, je crois, de l'ordre de 1%. C'est passé inaperçu. On va écouter les mots graves hier du Premier ministre qui était devant les maires. Justement, vous parliez des municipales. On a l'impression qu'il est lui-même déprimé. Est-ce qu'on est encore capable de sauver la démocratie représentative ? Je ne vois pas beaucoup de progrès social qui peuvent sortir du désordre politique. La France ne peut pas se permettre un déclin uniquement sur fond de désordre politique. On sent tous très très bien que quelque chose de grave peut advenir. On a l'impression qu'il nous prédit le chaos. Je vais redire sa phrase. La France ne peut pas se permettre un déclin sur fond de désordre politique. On sent tous très bien que quelque chose de grave peut advenir. Oui, c'est toujours son idée il faut trouver un compromis, ça vaut mieux qu'une crise politique, une dissolution ou autre, et que lui, il stigmatise, il emploie souvent le mot désordre, il estime que les partis, et notamment les partis extrêmes, que ce soit le Rassemblement national ou les Insoumis, contribuent au désordre. Et là, on va vers quoi? On va vers un budget voté à Noël ou pas? Là, pour l'instant, on va vers, d'abord, sans doute, ce soir, cette nuit, plus probablement cette nuit, vers un budget, première partie du budget, le budget, projet de budget en première lecture à l'Assemblée nationale qui ne sera pas voté. Peut-être même voté par personne, ce qui sera quand même un camouflet pour le Premier ministre. Ce budget, ensuite, suivant le calendrier constitutionnel, va aller au Sénat. Il va être examiné par les sénateurs. Donc c'est la copie, s'il n'est pas voté, c'est la copie initiale qui sera examinée par les sénateurs, qui probablement la voteront pas. Et ensuite, je vous la fais courte, mais pendant la 3e semaine de décembre, il y aura peut-être une seconde lecture du budget. Et le Premier ministre espère qu'à ce moment-là,
comptant sur la responsabilité des partis de gouvernement, c'est-à-dire le PS, les LR et les partis du centre, trouveront un compromis. Mais c'est peu probable. C'est la loi spéciale qui semble le plus probable aujourd'hui. Il y a deux solutions à ce moment-là. Soit, s'il n'y a pas de vote, soit il enclenche des ordonnances, mais il ne veut pas. Il y a un budget qui passerait par ordonnance, ça n'a jamais été fait en France. Soit c'est une loi spéciale, donc comme on l'a eu l'année dernière, donc il y a une habilitation pour ensuite, on reprend le budget qui a été voté l'année dernière et on l'applique par 12e, c'est-à-dire et on aura un budget plutôt en février Non, on aura, un budget, c'est-à-dire qu'ensuite on continue à discuter du budget et on peut avoir comme ça une discussion budgétaire qui s'éternise jusqu'au début du printemps et peut-être de guerre lasse un accord entre les partis. En tous les cas, on voit bien que c'est une situation d'enlisement, de paralysie politique. Mais le Premier ministre, non pas qu'il soit confiant, mais espère ce compromis qui, selon lui, mettrait fin au désordre politique. Alors on voit bien qu'aujourd'hui, il n'est pas tellement soutenu, ni par les patrons qui trouvent que finalement la note devient un peu salée, ni par les partis. Il y en a très peu qui le soutiennent et on est dans une situation politique assez inédite de blocage presque institutionnel. On parlait tout à l'heure des petits colis chinois, autre dépendance à la Chine que nous avons, les terres rares. On sait tout ce que c'est désormais, les aimants qui sont dans notre téléphone, notre machine à laver, les voitures électriques, les avions de chasse. En France, on n'a pas de mine de terres rares, mais on a des idées. Les recycler, c'est ce que fait une entreprise à Grenoble. Le reportage d'Aubery-Perrault avec Alexandra Dalsbeck. Au cœur des Alpes, près de Grenoble, cette entreprise fabrique un objet précieux, omniprésent dans notre quotidien. Pour vous montrer ce que c'est qu'un aimant, voilà, ça c'est des aimants avant aimantation. Un aimant, ça peut être carré, rond, cylindrique. On est submergé d'aimants, mais en fait on ne les voit pas. C'est souvent des petites pièces qui sont à l'intérieur des moteurs, à l'intérieur des pompes. Dans une voiture électrique, il y a 1 kilo d'aimant. S'il n'y a pas ce kilo-là, la voiture elle ne peut pas démarrer. Un composant central donc, produit ici en Isère et réclamé par des entreprises partout en Europe. L'Allemagne, la France, l'Italie font partie des plus grosses zones géographiques, on va dire. La Pologne, beaucoup également. Il y a une vraie demande. Il y a des demandes énormes. Un marché en plein essor, mais qui est pour l'instant dominé par la Chine, car les aimants sont produits à partir de terres rares. Pékin fabrique 90% du stock mondial, un quasi-monopole que cette entreprise tente de contrer. Comment ? En produisant des aimants autrement, à partir de matières recyclées. Et là, ça fait combien de temps, là ? 150 heures. 150 heures. Un procédé technique et novateur, c'est un enjeu de vie ou de mort pour les entreprises européennes, selon Éric Petit. On est 100% dépendants. Ça veut dire que du jour au lendemain, les Chinois sont capables de mettre des restrictions à l'export. Ça veut dire que toute l'industrie de la défense dépend des aimants également peut s'arrêter. Ça veut dire que nos constructeurs automobiles peuvent fermer leurs usines parce qu'ils ne pourront plus produire de moteurs, donc plus produire de voitures. Moi, de ma carrière professionnelle, j'ai participé à un certain nombre de fermetures d'usines et je suis content de participer à la création de nouvelles usines. Le pari, relocaliser une production disparue dans les années 90 dans la région de Grenoble. Ce qui paraît assez dingue, c'est la perte de savoir-faire qu'on a en si peu de temps. Parce qu'en fait, en 40 ans, on a réellement des fournisseurs de machines, des gens qui travaillaient tout autour, qui gravitent autour du monde de l'aimant. Et tout disparaît très 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 rapidement. On réinvente à notre façon, avec nos problématiques. Et ça, c'est ce qui est le plus intéressant. Leur secret, recycler des anciens aimants. On a des déchets d'aimants qui viennent d'IRM, on a des déchets d'aimants qui viennent d'éoliennes. Ça fait 40 ans qu'on en consomme et qu'on les met de côté, qu'on les met de côté ou du moins qu'on les jette. Plutôt que de les jeter, Éric Petit veut les transformer. Une production française forcément un peu plus chère que les aimants chinois, le prix de la souveraineté. On n'accepte pas bien de payer plus cher d'une manière générale. C'est vrai dans le textile aussi, on en parle aussi beaucoup. Mais si on n'est pas capable aujourd'hui de faire l'effort, demain on n'a plus d'usine, donc on n'a plus d'emploi, donc on ne sera plus capable de faire l'effort du tout. Une réindustrialisation qui nécessite aussi l'action des pouvoirs publics. On travaille aujourd'hui de 6h le matin jusqu'à 9h le soir. Ah oui, donc vous avez 2 équipes. L'entreprise reçoit des subventions de la région, mais elle demande aussi plus de régulation.
Aujourd'hui, on est dans un secteur où les prix sont manipulés par les Chinois et donc on a besoin de conditions de marché. Ça passe par de la protection douanière, ça passe par tout un tas de sujets très très politiques, parce que là pour le coup c'est en dehors de nos mains, qui vont rendre ces conditions de marché suffisamment intéressantes pour que n'importe quel investisseur privé se dise ils vont faire de l'argent donc on peut investir. Encore faut-il de la stabilité politique. Demain, on a un budget qui n'est pas voté pour des raisons qui vont échapper à tous les Français, en fait, qui, eux, se lèvent le matin pour aller travailler. On peut avoir des entreprises qui vont payer le prix de ce budget qui n'est pas adopté parce qu'elles n'auront pas de crédit, parce qu'elles auront des investisseurs qui ne viendront plus et donc des opportunités qu'elles vont rater. Les fondateurs de l'entreprise espèrent ouvrir une plus grande usine d'ici 2028 pour produire 1000 tonnes par an contre 50 actuellement et faire aimer les aimants français. C'est aussi ça la contre-attaque, Emmanuel. Bien sûr que ça, c'est la contre-attaque. Il y a plein de projets comme ça en France. La question tout à l'heure qui était sur est-ce qu'on peut s'en sortir ? Bien sûr. Ça, c'est un projet qui a été lancé il y a déjà quelques années, qui là vient en plus de confirmer le fait à Choose France qu'ils allaient véritablement lancer leur grosse usine. Parce que là, ce qu'on voit, c'est une usine pilote. Ça se passe toujours comme ça quand on lance un nouveau dispositif. Donc eux, ils font les aimants. Il y a un autre très beau projet en France qui est porté par une entreprise qui s'appelle Carester, qui eux vont récupérer par exemple les batteries et vont récupérer tous les terres rares à l'intérieur des batteries. Et mine de rien, on n'en a pas, nous, aujourd'hui en France. Alors, il y en a officiellement dans le sous-sol, mais en Bretagne, notamment. Il y en a en Bretagne, il y en a un petit peu partout en France, mais à des niveaux qui ne sont pas aussi importants que ce que, par exemple, les Chinois peuvent avoir. Mais en tout cas, il y a de vrais projets en France. Il y a Veolia, qui est le géant de l'eau, qui est aussi très en pointe là-dessus sur le recyclage des batteries. Et en recyclant, on va pouvoir acquérir une partie de notre souveraineté et des terres rares. On en a en Europe. Rappelez-vous comment Donald Trump a essayé de négocier un accord avec l'Ukraine. Alors, on s'appuie sur des statistiques soviétiques de l'époque pour dire qu'il y avait beaucoup de terres rares, parce que par définition, par temps de guerre, vous n'allez pas aller regarder ce qu'il y a dans le sous-sol, mais a priori en Ukraine, il y en a. Il y avait des projets en Serbie aussi, la Pologne a aussi un peu de terres rares, donc on peut encore s'en sortir là-dessus. Le seul truc, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, c'est que les Chinois ont pensé il y a 20 ans aux terres rares et à la chaîne de valeur de tout ce dont ils auraient besoin. Et nous, le problème, c'est que ça fait... On est encore en retard. Bah ouais... Là, vous dites de 20 ans, carrément. En fait, c'est pas qu'on est en retard, c'est qu'on avait ça. En fait, ce qui est difficile avec les terres rares, c'est de les séparer des autres matières avec lesquelles ils sont imbriqués. Et pour les séparer, il y a un processus de raffinage. Ce processus, il est très polluant. Donc, nous, on le faisait. C'était Solvay, enfin l'ancien Rhodia. Et donc, comme ça polluait, finalement, ces usines, petit à petit, on les a exportées en Chine. Et le savoir-faire est en Chine. Et donc là, Solvay a réouvert une usine à La Rochelle. Et donc, il faut qu'on accepte aussi, et ce qui n'est pas si facile, de récupérer ce type d'usines qui sont compliquées pour l'environnement. Donc, mais on peut le faire plus proprement aujourd'hui. Mais ce qui est très, très inquiétant, ce qui explique très bien Eric Petit, c'est qu'en ce moment, comme il y a une crise, puisqu'en ce moment, le gouvernement chinois a décidé de donner des licences, de n'exporter les terres rares que sur licence. Et donc, pour avoir la licence, il faut dire comment on va s'en servir et donner tout votre plan de production, donc tous vos secrets industriels et commerciaux. Et donc, la Chine, tout le monde est embêté par ça. Donc, c'est au cœur du bras de fer entre la Chine et les États-Unis aujourd'hui. La Chine et les États-Unis et l'Europe aussi. Et l'Europe aussi. Oui. Et donc, on est prêt à payer, comme on est dans cette circonstance, ces aimants recyclés. Mais ils sont beaucoup plus chers que les autres. Est-ce que, quand ça reviendra à la normale, on sera toujours prêt à faire l'effort de prix ? On reboucle avec le textile qu'on voyait tout à l'heure. On passe à vos questions SMS. Chine et la concurrence déloyale, mais ne serait-ce pas plutôt l'Europe qui n'est pas à la hauteur de ses ambitions, Emmanuel ou Anne-Sophie ? Oui, tout à fait. On l'a très justement dit, on a un problème de marché qui n'est pas du tout assez protégé et l'Europe, comme l'a fait les États-Unis, a tout à fait les capacités de répondre en protégeant, mais d'une manière ponctuelle, d'une manière partielle, une partie de son marché, notamment le temps qui est fait des transferts de technologie. C'est exactement ce qui s'est passé quand les entreprises européennes sont allées en Chine. Donc on peut absolument le faire, surtout encore une fois, j'insiste, parce qu'on a ce rapport de force à cause des surcapacités de production. Ils doivent les occuper, les écouler en Europe. Moi aussi, j'étais en effet en Chine.
et c'était vraiment quelque chose de récurrent. Le marché européen, c'est vraiment aujourd'hui leur première cible. Donc ça, il faut vraiment, encore une fois, le retourner et en faire un atout de négociation. Ce que l'on veut pas, on ne veut pas plus de produits chinois, on ne veut pas se fermer, c'est pas ça du tout le sujet. Ce que l'on veut, c'est remettre en cause cet aspect d'avoir des parts de marché majoritaires et de pouvoir écraser le marché et de ne pas avoir d'autres concurrents. C'est vraiment cette diversification d'accès au marché. Et donc ça, aujourd'hui, l'Europe a les moyens de le faire, ça a une volonté politique. Catherine vous demande, l'État français est-il à la hauteur pour soutenir les entreprises en difficulté? Elle se pose sans doute la question après avoir vu l'entreprise de textile qui n'y arrivait plus. Alors, c'est compliqué de répondre à cette question puisqu'on a été à la hauteur pendant le Covid, on a été le pays qui a le plus aidé, il y a eu ces fameux prêts garantis. Après, on peut pas aider malheureusement toutes les entreprises. Là, on le voit sur un terrible plan social chez Novasco où il va y avoir 500 collaborateurs. Là, en discussion à l'Assemblée nationale dans sa niche parlementaire, LFI va remettre sur la table une nationalisation d'ArcelorMittal qui appartient pourtant à une entreprise privée. On parle de plusieurs milliards d'euros si jamais il fallait sauver ArcelorMittal qui se porte très mal pour les mêmes raisons. Importation d'acier chinois. Pendant longtemps, ils ont pensé de protéger parce que pensaient faire de l'acier meilleur que les Chinois. Alors en plus, maintenant, les Chinois, ils envoient de l'acier aussi bon que ce qu'est capable de faire Arcelor. Donc, le gouvernement pourrait toujours faire plus. Ça, c'est sûr. Après, on a un travers français où les entreprises souvent commencent à dire qu'elles vont mal à un moment où elles sont allées trop loin dans leurs difficultés. Et donc, le retournement est encore plus compliqué. Mais bon, voilà, j'ai répondu à rien. Mais je devais dire le gouvernement peut en faire un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Shein est-elle une entreprise rentable? C'est la question de Sébastien. Alors, je crois pas. Je crois pas que ce soit rentable. On avait posé la question au patron de Shein il y a de ça en tout cas quelques mois, Sophie et moi, on l'avait rencontré ensemble. Il nous avait dit qu'il n'était pas encore complètement rentable dans mon souvenir. Mais bon, il nous avait aussi dit qu'il n'utilisait pas l'IA pour prévoir les commandes et tout ça. Donc bon. Peut-être que c'est à prendre avec précaution. Question de Franck. Grecs et Portugais, pour ne citer qu'eux, ont connu une sévère cure d'austérité. À notre tour, donc, Bruno Jeudi. En tous les cas, il faut faire quelque chose parce que la situation de la France, c'est que c'est le 3e pays le plus endetté de la zone euro et c'est surtout l'année prochaine le seul pays dont la dette continuera d'augmenter alors que celle des Italiens et des Grecs va baisser. Donc la France est dans une situation compliquée sur le plan de son endettement. Mais est-ce qu'on va vivre une cure d'austérité qui ne dit pas son nom? Mais pas à ce niveau-là. Alors, en tous les cas, pas au niveau de ce qu'ont fait de ce qu'ont connu les Grecs. On a 5% de déficit. Et a fortiori les Portugais et les Italiens. Donc on n'a jamais atteint leur niveau de déficit. Mais c'est clair qu'il y a un endettement qui se poursuit et on n'inverse pas la courbe. Mais je sais que ça peut paraître fou vu tout ce qu'on raconte et notamment dans tous les essais dans l'air que vous faites sur leur budget. Mais nous ne sommes pas encore en crise économique. Non. On a encore aujourd'hui notre capacité justement à ne pas y rentrer. On n'en est pas très très loin. Parce que quand on fait 0,7, 0,8 de croissance sur une année... C'est à quel moment qu'on y est? C'est quand on commence à être en récession. Récession, c'est 2 trimestres à la suite de croissance négative. Donc nous ne sommes pas en crise économique. L'Allemagne est en crise économique. Mais nous ne sommes pas en crise économique. Mais j'entends encore, nous ne sommes pas encore en crise. Mais bien évidemment, parce que tout le bazar actuel que l'on voit, et le reportage qu'on voyait tout à l'heure sur le fait que les gens ne passaient pas de commandes à cause du fait qu'ils ne savaient pas de quel côté la pièce allait tomber, quand vous voyez le MEDEF là, qui a fait toute une lettre au Premier ministre et tout, mais on a encore notre destin en main et c'est ça qui est le plus rassurant. Alphonse, dans le Nord, depuis 40 ans, la grande distribution importe des produits asiatiques, réalise des marges importantes et tue nos industries textiles. C'est une des difficultés étonnante avec ce qu'on voit sur ces produits chinois, c'est qu'on voit un peu ce qu'il y a sous le capot. Avant, quand la grande distribution achetait en Chine et importait avec une marge, on ne se rendait pas compte de la marge. Aujourd'hui, quand vous voyez un produit, si vous ne l'achetez pas tout de suite, vous vous dites après, tiens, je vais l'acheter, vous le regardez sur Google et vous allez tout à coup découvrir que sur une de ces plateformes chinoises, pour un quart du prix, vous allez avoir 20 pièces. Et donc vous vous rendez compte, quand le produit est chinois, de toute la marge qui est faite sur la commercialisation. Donc ce qu'il faut aussi, c'est que on revienne, qu'on réexplique aux gens comment est construit le prix. C'est-à-dire combien ça coûte d'avoir une boutique dans un village, d'avoir des employés dans ce village, d'avoir du service pour les gens. Ce service a un prix, il faut accepter de le payer, mais peut-être aussi qu'il faut que ce soit mieux expliqué par les commerçants. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir été nos invités ce soir. Tout de suite, c'est à vous avec Mohamed Bouafsi. Bonsoir Mohamed.
Bonsoir Aurélie. Le 13 novembre dernier, le frère du militant anti-narcos Amin Kessassi était assassiné à Marseille. Depuis, c'est tout un pays qui est bouleversé, qui est fragilisé. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, revient à peine de Marseille. Gérald Darmanin est notre invité dans cet avou dans quelques secondes. Et ça y est, la France frissonne. Ce week-end, il va neiger, il va faire très froid. La journaliste météo star de TF1, Evelyne Delia, est notre invitée. Cet avou, ça démarre dans quelques instants, Aurélie. Très bonne soirée sur France 5. Cette émission est disponible en replay et en podcast. Quant à moi, je vous dis à demain, 17h30.